Pour la plupart des gens, les Green Lanterns sont considérés comme la force armée la plus puissante de l'univers, et Hal Jordan en est l'un de ses dignes représentants, considéré comme étant le plus grand Green Lantern qui n'ait jamais existé. Or, je suis persuadé que Kyle Rayner peut lui voler ce titre. À voir pour une prochaine vidéo entre Hal Jordan versus Kyle Rayner. Mais entre-temps, peu d'entre vous connaissez les autres corps des lanternes. Dans cette vidéo, laissez-moi vous présenter 3 des corps des lanternes les plus puissants qui n'aient jamais existé. Mais avant, je comprends les autres youtubeurs quand ils disent ça. Mais avant ça, je vous invite à liker et à vous abonner. Car vous êtes encore trop nombreux à regarder tous mes contenus sans vous abonner. Mais effectivement, maintenant que, ouais, on peut se le dire, je suis dans le game, moi aussi je vais le dire, mais 95% d'entre vous regardez mes vidéos sans être abonnés. Et franchement, c'est énorme. Donc s'il vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est gratuit pour vous, et moi, ça m'aide. Et on like et on partage, c'est toujours cool pour le référencement. Bienvenue sur Otascream, la chaîne qui décrypte, décompose, dissèque les univers de fiction préférés. Le T, c'est l'univers de fiction préféré. Et aujourd'hui, on plonge dans le pouvoir des anneaux de la volonté. Bienvenue dans les corps des lanternes. Les Oranges Lanternes sont l'une des factions au sommet de la chaîne alimentaire cosmique. Apprêtez-vous à découvrir pourquoi un seul Orange Lanterne peut tenir tête à l'ensemble de la Green Lantern Corp. Avant de plonger directement dans le fond du sujet, il faut comprendre le cadre plus large dans lequel il s'inscrit. Chez DC, il existe ce qu'on appelle le spectre émotionnel électromagnétique, un concept brillant développé par Geoff Johns. Imaginez que toutes les émotions ressenties par les êtres conscients de l'univers génèrent une énergie qui peut être canalisée et utilisée. Cette énergie se divise en différentes couleurs, chacune correspondant à une émotion spécifique. Le rouge, par exemple, représente la rage. Le jaune, la peur. Le vert, la volonté. Le bleu, l'espoir. L'indigo, la compassion. Le rose violetté, l'amour. Il y a aussi le noir qui représente la mort et le blanc la vie, mais bon, celles-ci sont un peu à part. Chaque couleur est associée à un corps de lanterne. Mais aujourd'hui, la couleur qui nous intéresse particulièrement est la représentation de l'avarice et de la cupidité, l'orange, du corps des lanternes orange. Et chaque couleur est également liée à une entité vivante qui incarne cette émotion. Pour les oranges lanternes, cette entité s'appelle Ophidian, le tentateur. Un être serpentin qui représente l'essence même de l'avidité et du désir insatiable. Mais ce qui rend les oranges lanternes vraiment uniques, c'est que contrairement aux autres corps de lanterne qui comportent des milliers de membres, pour les oranges, il n'y en a généralement qu'un seul. Et c'est là que les choses deviennent réellement intéressantes. Le seul et unique lanterne orange s'appelle Larfleeze, aussi connu sous le nom d'Agent Orange. Ce personnage fascinant bien que curieux est apparu pour la première fois dans Green Lantern édition 25 en 2008, et depuis, il est devenu l'un des personnages les plus singuliers du DC Universe. Son histoire est aussi tragique que dramatique. Larfleeze appartient à une espèce extrêmement longévive. Il serait âgé de plusieurs milliards d'années. Il a été enlevé jeune et vendu comme esclave, où il a subi des traitements cruels et des privations extrêmes. Donc, cette existence misérable a fait naître en lui un désir insatiable de posséder. Et c'est à cause de ce désir qu'il a commencé à entendre les objets lui parler, à attiser sa convoitise. Et après s'être échappé de sa condition d'esclave, il est devenu voleur et a rejoint une guilde de brigands. Et donc, c'est au cours de leurs aventures que cette guilde a réussi l'impensable. Voler une relique aux gardiens de l'univers sur leur planète Malthus. Car c'est en suivant une carte laissée par un ancien gardien nommé Krona qu'ils ont découvert un temple sur la planète Okara, dans le système Vega. Et c'est là qu'ils l'ont trouvé. Une batterie de pouvoir contenant la lumière orange, source du pouvoir des oranges lanternes. Dès lors, la lumière de l'avarice a immédiatement fait son œuvre. Tous les membres de la guilde se sont entretués entre eux pour posséder ce pouvoir. Et Larfleeze a été le dernier survivant, remportant ainsi la bataille ultime pour devenir l'unique détenteur de cette lanterne. Mais les gardiens de l'univers ont finalement retrouvé Larfleeze, mais au lieu de le punir, ils ont conclu un pacte avec lui. Il pouvait garder la lumière orange s'il restait confiné dans un secteur du système Vega. Et en échange, il devait leur rendre un artefact qui contenait Parallax, l'entité de la peur. Et depuis ce jour, Larfleeze est resté isolé,
accumulant obsessionnellement tout ce qui lui tombait sous la main, comme l'incarnation parfaite de l'avarice sous sa forme pure. Mais ce qui rend les Orange Lanternes si incroyablement puissants, c'est la façon dont leur pouvoir est structuré. Contrairement aux Green Lanterns qui partagent l'énergie de leur batterie centrale entre des milliers de membres, Larfleeze est trop avare pour partager son pouvoir. Il est littéralement le seul à puiser dans toute la puissance de la batterie orange centrale. C'est comme si un seul Green Lantern absorbait l'énergie des 7200 anneaux de tout le corps. Cette concentration de pouvoir fait de lui une véritable batterie biologique, capable de recharger son anneau à plus de 100 000%. On dit que la plupart des lanternes atteignent un maximum de 100%. Mais le pouvoir des lanternes oranges ne s'arrête pas là. Voici ce qui les rend réellement cauchemardesques. Comme tous les lanternes, ils peuvent voler et créer des constructions à partir de la lumière. Et pourquoi je parle d'eux au pluriel? Parce qu'en fait, il n'y a que Larfleeze qui gère tout le corps. Il a la capacité de voler l'essence de ceux qu'il tue et de les remanifester comme des sortes de zombies d'énergie à sa botte. Ces entités gardent toute leur conscience, ou du moins partiellement, mais suivent la volonté propre de Larfleeze. En somme, elles sont relativement autonomes, mais suivent un ordre central. C'est comme une sorte de conscience collective. Et pour vous donner une idée de sa puissance, sachez qu'il a vaincu Atrocitus, le chef des Red Lanterns d'un seul coup. Il a brisé une construction de Hal Jordan, considéré comme le plus grand Green Lantern, même quand celui-ci était alimenté par un anneau bleu en plus de son anneau vert, et a tenu tête à lui tout seul, à tout un panthéon de dieux. Et il a même vaincu les gardiens de l'univers, des êtres quasi omnipotents qui ont créé le corps des Green Lanterns. Pour que vous puissiez bien vous représenter, c'est comme si un seul personnage battait toute la Justice League avec une main attachée dans le dos. Techniquement, le corps des Orange Lanternes est le plus grand corps de tous, même si effectivement il n'y a qu'un seul membre, car comme je vous l'ai déjà expliqué, il peut créer des représentations de ceux qu'il a déjà tués. Parmi eux, on trouve des gardiens de l'univers, des membres des contrôleurs, même Bloom, l'équivalent orange d'Ophidian. Donc, le caractère pervers de ce système est que les âmes volées semblent condamnées à le servir éternellement, comme des esclaves sans espoir de libération, tout en conservant leur conscience et leur désespoir. Et comme dit, au cœur de la batterie centrale orange se trouve Ophidian, l'entité de l'avarice. Comme toutes les entités émotionnelles, Ophidian est né à partir de la lumière blanche de la création et représente l'incarnation vivante de l'avarice de l'univers. Mais contrairement aux autres entités qui se déplacent librement dans l'univers, Ophidian a été emprisonné dans la batterie centrale orange pendant des milliards d'années. C'est sa présence qui donne aux anneaux orange leur pouvoir unique, mais aussi leur insatiable cupidité. Ophidian se présente sous les formes d'un serpent cosmique gigantesque, incarnant la terreur, celui qui éveille le désir de posséder. Dans la mythologie des lanternes, on dit que c'est lui qui murmure aux oreilles « Prends-le, c'est à toi », à tous ceux qui sont exposés à l'envie. Lors des événements de Bright Test Day, Ophidian a été libéré de la batterie par un gardien renégat nommé Krona. Il a brièvement possédé Hector Hammond, un des ennemis télékinétiques des Green Lanterns, avant d'être de nouveau capturé. Ce qui rend Ophidian particulièrement dangereux, c'est sa capacité à faire ressortir le pire chez quiconque entre en contact avec lui. Même le plus altruiste des héros peut devenir obsédé par la possession sous son influence. Et ceci se remarque bien par son serment. Tout le corps des Green Lanterns a un serment qu'ils récitent pour recharger leurs anneaux. Et les oranges n'en font pas exception. Ce qui est à moi, est à moi, à moi, et à moi, et à moi, et à moi, pas à toi. Ce serment, dans sa simplicité égocentrique, capture parfaitement l'essence de l'avarice. Tout ce qui existe doit être possédé, et personne d'autre n'y a droit. Pour mieux comprendre ce qui rend les Orange Lanternes si uniques, comparons-les aux autres corps. Les Green Lanterns sont une force de police cosmique qui protège l'ordre et la justice. Leur pouvoir est basé sur la volonté et la détermination. Structuré comme une organisation militaire avec 7000 membres répartis en secteurs, à l'opposé de Larfleeze qui n'obéit qu'à ses propres désirs. Les Yellow Lanterns utilisent la peur comme arme. Gouvernée par Sinestro, ancien Green Lantern, cette organisation paramilitaire vise à instaurer un ordre de la terreur. Contrairement aux Orange Lanterns, ils sont nombreux et collaborent entre eux, même si c'est par la crainte de Sinestro. Les Red Lanterns, eux, sont propulsés par la rage. Vengeurs cosmiques alimentés par la rage et le sang bouillant, dirigés par Atrocitus. Ils sont souvent incapables de former des pensées cohérentes en raison de leur fureur. Et là où les Red Lanterns sont dominés par leurs émotions, Larfleeze reste étonnamment lucide dans son avarice. Et comparé aux plus optimistes, donc les porteurs d'espoir qui sont les Blue Lanterns, peu nombreux mais puissants, surtout en présence des Green Lanterns qu'ils amplifient, leurs anneaux
sont les seuls véritablement immunisés contre l'influence de l'avarisme. Les indigo-lanternes, eux, qui représentent la compassion, sont mystérieux et nomades. Ils ressentent la souffrance des autres et peuvent canaliser les autres émotions du spectre, à l'exact opposé des oranges-lanternes, qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Les stars saphir-lanternes, qui représentent l'amour, sont majoritairement féminines. Elles utilisent le pouvoir de l'amour, souvent de manière possessive. Leur amour peut parfois ressembler à de l'obsession, ce qui les rapproche paradoxalement des oranges-lanternes. Les black-lanternes, eux, qui ont une vidéo dédiée sur cette chaîne que tu trouveras sur l'affiche qui s'affichera en haut à droite, sont semblables aux oranges-lanternes dans leur façon d'utiliser la mort, mais avec une fatalité plutôt nihiliste que possessive. Quant aux white-lanternes, force opposée aux black-lanternes qui représentent la vie et la création, ils sont extrêmement rares et puissants, à l'opposé des oranges-lanternes qui, eux, prennent sans jamais redonner. C'est donc ça qui distingue fondamentalement les oranges-lanternes des autres corps. Leur nature solitaire et l'intensité de leur pouvoir concentré en un seul être, là où les autres corps fonctionnent comme une organisation avec leur propre hiérarchie et propre objectif collectif. Les oranges-lanternes, et particulièrement l'Arfreeze, ont marqué plusieurs moments clés de l'univers d'ici. Tu pourras retrouver leurs aventures dans les comics suivants si tu as envie de les connaître. Green Lantern, Agent Orange, paru en 2009. C'est la première apparition de l'Arfreeze où il affronte les Gardiens et les Green Lantern. Dans Blackest Night, paru en 2009 et en 2010. Un événement majeur où le corps des Lanternes doivent s'unir contre les Black Lanterns. Dans Bright Test Day, paru entre 2010 et 2011, c'est la suite de Blackest Night. Tu la retrouveras aussi dans Hal Jordan The Green Lantern Corps, paru entre 2016 et 2018, où l'Arfreeze apparaît occasionnellement. En somme, ce qui rend l'Arfreeze si fascinant, c'est qu'il oscille constamment entre le terrifiant et le ridicule, entre le tragique et le comique. D'un côté, il est un être d'une puissance cosmique capable de défaire des dieux et des gardiens, ayant vécu des milliards d'années d'existence solitaire, torturé par un désir insatiable qui ne sera jamais comblé. Sa vie d'esclave et l'horreur qu'il a subie en font un personnage profondément tragique. Et de l'autre, son obsession pour les possessions matérielles atteint souvent des niveaux absurdes et comiques. Il est capable de déclencher des guerres intergalactiques pour récupérer une babiole sans aucune valeur ou de s'entourer de montagnes d'objets inutiles juste parce qu'il a envie de les posséder. Son langage est souvent très enfantin, parsemé de « à moi, c'est à moi » et de déclarations de propriété sur tout ce qu'il voit. Il est comme un enfant cosmique avec des pouvoirs divins, incapable de comprendre le concept de partage ou de propriété d'autrui. Cette dualité fait de lui un personnage bien plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Est-il vraiment malveillant ou simplement brisé par son passé et manipulé par l'influence d'Orphan? Peut-on vraiment le blâmer pour ce qu'il est devenu après des milliards d'années d'isolation et de corruption par la lumière orange? L'Arfleeze nous rappelle que les monstres les plus terrifiants sont souvent ceux qui ont été créés par des circonstances tragiques et que l'avidité nous habite peut-être tous. Poussés à l'extrême, nous transforme en quelque chose que nous ne sommes pas vraiment. En somme, les Oranges Lanternes représentent l'une des créations les plus originales et fascinantes de l'univers d'ici moderne. Pourtant, ils restent encore relativement méconnus du grand public comparé aux Green Lantern ou même aux Yellow Lantern de Sinestro. Leur concept unique, un corps constitué d'un seul membre vivant et d'une armée de fantômes volés, offre un contraste saisissant avec les autres corps. Ils nous confrontent à l'une des émotions les plus universelles et pourtant rarement exploitées en profondeur dans les comics, l'avarice, ce désir insatiable de posséder toujours plus, la cupidité, le capitalisme. À travers l'Arfleeze et les Oranges Lanternes, DC nous offre une réflexion sur la nature de la possession, sur ce qui signifie vraiment avoir quelque chose et sur le vide existentiel que l'accumulation ne pourra jamais combler. Dans notre société de consommation où l'on nous encourage constamment à désirer et à acquérir davantage, l'Arfleeze apparaît comme un miroir déformant mais révélateur de nos propres tendances à l'accumulation. Il est la cicatrice cosmique de ce que nous pourrions tous devenir si nous laissions notre avidité prendre le contrôle. Imaginez un corps de guerrière cosmique qui considère que l'amour justifie tous les moyens, y compris l'enlèvement, la manipulation mentale et même le meurtre de ceux qui s'opposent à leur vision de l'amour parfait. Mais les stars saphir lanternes, elles, poussent la corruption de l'amour à un niveau qui ferait frémir même les Red Lanternes, le corps de lanterne le plus paradoxal et peut-être le plus terrifiant de DC Comics. Pour comprendre les stars saphir lanternes, replongeons rapidement dans le spectre émotionnel. Dans l'univers d'ici,
Chaque émotion fondamentale génère une énergie qui peut être canalisée par des anneaux de pouvoir. Au centre, nous avons le vert, la volonté, utilisée par les Green Lanterns. Mais sur le spectre, plus on s'éloigne du centre, plus l'émotion devient extrême et difficile à contrôler. La rage rouge des Red Lanterns, l'avarice orange des Orange Lanterns, la peur jaune des Yellow Lanterns, le vert de la volonté des Green Lanterns, le bleu pour l'espoir pour les Blue Lanterns, l'indigo, la compassion des Indigo Lanterns et le rose pour l'amour des Star Sapphire Lanterns. Et aux deux extrémités, nous avons les White Lanterns pour la vie et les Black Lanterns pour la mort. Et comme tu peux t'en douter, le rose, la couleur de l'amour, se trouve à l'extrémité du spectre. Et comme toutes les émotions extrêmes, l'amour pur peut devenir obsessionnel, possessif, impulsif et dangereuse. Au cœur de cette énergie rose se trouve Predator, l'entité cosmique de l'amour. Contrairement à son nom qui pourrait évoquer de la chasse, Predator représente l'amour dans sa forme la plus primitive et instinctive. L'amour comme force de possession, de protection extrême et d'obsession. Les créatrices des Star Sapphire Lanterns sont les Amarons, une race d'immortels qui sont en fait les femmes de la même espèce que les gardiens de l'univers. Car quand les Malthusiens ont choisi de supprimer leurs émotions pour devenir des gardiens, les femmes, elles, ont été bannies et ont évolué différemment. Contrairement aux Malthusiens qui ont rejeté les émotions, les Amarons, elles, les ont embrassées, mais d'une façon qui allait révéler les aspects les plus sombres de l'amour. L'histoire des Star Sapphire Lanterns commence avec Carol Ferris, PDG de Ferris Aircraft et l'éternel love interest d'Hal Jordan. Carol n'est pas qu'une simple civile, elle est devenue l'une des Star Sapphire Lanterns les plus puissantes et complexes de l'univers d'ici. Tout commence en 1962, quand les Amarons choisissent Carol pour devenir leur championne. La mission, prouver que les femmes sont supérieures aux hommes en tuant les Green Lanterns. Ironiquement, Carol ignorait alors à ce moment-là que le Green Lantern du secteur de la Terre était Hal Jordan, l'homme qu'elle aimait. Quand Carol devient une Star Sapphire, elle ne change pas seulement son costume. Sa personnalité est entièrement altérée. Elle devient obsédée par l'amour d'Hal. Et disant qu'elle a pour credo ou pour ambition de vouloir le sauver de ses responsabilités de Green Lantern, quitte à détruire tout ce qu'il chérit. Ce qui rend Carol fascinante, c'est le conflit constant entre ces trois personnalités. Entre Carol Ferris, la femme d'affaires rationnelle, l'amoureuse d'Hal Jordan, et la Star Sapphire, la guerrière cosmique obsédée par l'amour parfait. Ce qui fait d'elle un parfait sujet à cette émotion. Car le plus terrifiant, c'est que Carol a également déjà été possédée par Predator lui-même, devenant temporairement l'incarnation pure de l'amour destructeur. Dans cet état, elle était capable de réécrire la réalité pour que tout l'univers aime correctement selon sa vision. Et ce qui distingue le plus Carol des autres Star Sapphire Lanterns, c'est qu'elle a cette capacité unique à résister partiellement à l'influence de la lumière rose. Elle peut parfois retrouver sa personnalité d'origine, créant un personnage tragique tiraillé entre l'amour authentique et l'obsession cosmique. Aujourd'hui, et dans les nouvelles versions, Carol Ferris est devenue la reine des Star Sapphire, dirigeant le corps avec une sagesse acquise à travers de nombreuses transformations. Mais même dans ce rôle de leader, elle reste dangereusement imprévisible et impulsive quand il s'agit d'Hal Jordan. Les pouvoirs des Star Sapphire sont aussi séduisants que terrifiants. Comme tous les corps des lanternes, elle possède les capacités de base de vol, de survie dans l'espace et de création et de construction avec la lumière rose. Et c'est là que les similitudes s'arrêtent. Le pouvoir signature des Star Sapphire est la cristallisation. Elles peuvent et emprisonnent leurs ennemis dans des cristaux roses, ostensiblement pour les, entre guillemets, guérir de leur incapacité à aimer. Mais en réalité, c'est plus une forme de torture psychologique où la victime reste consciente, mais complètement impuissante. Elles peuvent aussi guérir les blessures physiques et même psychologiques en utilisant leur énergie de l'amour. Mais cette guérison vient avec un cadeau empoisonné. La victime développe souvent une obsession maladive pour sa sauveuse. Elles peuvent et elles se doivent de percevoir l'amour sous toutes ses formes. Romantique, familiale, amicale. Cette capacité leur permet de localiser leurs cibles, mais aussi de manipuler leurs émotions en amplifiant ou en détournant leurs sentiments. Elles peuvent aussi, et ça je trouve que c'est vraiment broken comme pouvoir, forcer leurs ennemis à ressentir un amour intense, les paralysant momentanément, ou, pour les êtres les plus faibles, les transformant en des serviteurs dévoués. C'est une forme de contrôle mental particulièrement perverse mais vachement efficace. Et entre nous, vachement broken. Mais en réalité, voici vraiment leur pouvoir le plus broken. Elles peuvent, et dans certains cas, ramener temporairement des êtres aimés à la vie. Mais ces résurrections sont instables et souvent cruelles. Les ressuscités sont conscients de leur état et souffrent de ne pouvoir réellement revenir. Et c'est exactement ça qui rend les Star Sapphire Lanterns particulièrement dangereuses.
c'est que leur pouvoir exploite l'émotion la plus fondamentale et la plus vulnérable, l'amour. Contrairement aux Red Lantern qui attaquent avec la rage, ou les Yellow Lantern qui, eux, attaquent et utilisent la peur, les Star Sapphire Lantern, elles, s'attaquent à ce que leurs victimes chérissent le plus. Parce que derrière ça se cache une philosophie toxique et une doctrine dirigée par les Amarons. Elles croient sincèrement que l'amour justifie tous les moyens. Car dans leur vision du monde, si vous ne savez pas aimer correctement, vous devez être rééduqué. Si vous aimez la mauvaise personne, vous devez être corrigé. Si vous choisissez le devoir plutôt que l'amour, vous devez être sauvé de vous-même. Le processus de recrutement des Star Sapphire Lantern implique souvent un conditionnement psychologique intense. Les nouvelles recrues doivent être bombardées d'énergie rosette jusqu'à ce que leur personnalité soit remodelée pour correspondre à l'idéal Zamaron de l'amour. Leur concept de la protection lui aussi est particulièrement pervers. Comme une mère surprotectrice poussée à l'extrême cosmique, elle protège leurs sujets en les privant de leur liberté, de leur libre arbitre et en détruisant tout ce qu'elles perçoivent comme une menace de leur bonheur. En essence, les Star Sapphire Lantern fonctionnent comme une secte cosmique de l'amour, avec toutes les caractéristiques. Isolation des membres, réécriture de la personnalité, justification de la violence par de l'amour, et conviction absolue envers leur supériorité morale. Pour ceux qui ont lu Dune, regardez Dune ou vu la série récente sur HBO, The Prophecy de Dune. Elles sont un peu semblables aux Bene Gesserit, culte de femmes qui mériteraient aussi peut-être une prochaine vidéo. Et vraiment, ce qui est le plus flippant, c'est que résister à leur influence vous désigne automatiquement comme quelqu'un, je mets des guillemets, incapable d'aimer. Dans leur logique tordue, seul quelqu'un de fondamentalement défaillant refuserait leur version de l'amour parfait. Et comme tous les corps des lanternes, les Star Sapphire ont aussi leur serment qu'elles récitent quand elles recherchent leur anneau. Et ce serment révèle parfaitement leur mentalité. Pour les cœurs perdus et remplis d'effroi, pour ceux seuls dans la nuit la plus noire, accepte notre anneau et joins notre combat. L'amour conquiert tout avec la lumière rose. Ce serment révèle leur vision du monde. Elles se voient comme des sauveurs qui offrent leur amour à ceux qui en sont privés. Mais notez la formulation. Acceptez notre anneau. Ce n'est pas vraiment une proposition, mais c'est plus un ordre déguisé. Enfin bref, donc leur base d'opération, c'est la planète Zamaron, un monde entièrement dédié à leur vision de l'amour. C'est là que se trouve la batterie centrale Rosette, alimentée par l'énergie de Predator et par tout l'amour des êtres vivants de l'univers. Et comme dit un peu plus tôt, les Star Sapphire Lantern ont une hiérarchie strictement matriarcale. Au-dessus de la chaîne alimentaire, on a les Amarons. Ensuite, il y a les reines comme Carol Ferris. Puis, il y a des Star Sapphire ordinaires. Cette structure reflète leur croyance en la supériorité féminine en matière d'amour. Et enfin, leur rituel de transformation est particulièrement troublant. Les nouvelles recrues sont souvent enlevées contre leur volonté, puis soumises à des tests d'amour qui consistent en réalité à un conditionnement psychologique intense jusqu'à ce qu'elles acceptent leur nouvelle identité. Et pour vraiment comprendre ce qui rend les Star Sapphire uniques, comparons-les aux autres corps, dont certains ont déjà des vidéos sur cette chaîne. Les Green Lantern, porteurs de l'anneau vert de la volonté, ont une organisation militaire structurée, dédiée à la protection et à la justice. Ils respectent la liberté et le libre arbitre. Ils n'imposent pas leurs croyances. Ils sont à l'opposé total des Star Sapphire, qui considèrent que leur vision de l'amour prime sur tout. Les Orange Lantern, porteurs de l'anneau orange de l'avarice, il est unique. Larfleeze est un être solitaire obsédé par la possession d'objets, mais au moins, il n'essaie pas de, et je mets des guillemets, sauver les autres. Son égoïsme est pur, contrairement aux Star Sapphire Lantern, qui justifient leurs actions par l'altruisme. Les Yellow Lantern de Sinistro, utilisant l'anneau jaune de la peur, eux n'ont juste qu'une seule mission, répondre à la peur dans tout l'univers. Au moins, eux ont un but unique et pur qui va à l'opposé des Green Lantern. Ils ne sont pas avides et manipulateurs comme les Star Sapphire Lantern, ou du moins pas dans cet extrême, et pas en faisant croire que c'est pour le bien. Les Red Lantern de la rage, eux sont des vengeurs cosmiques alimentés par la rage. Leur violence est directe et compréhensible. Les Star Sapphire, elles, utilisent l'amour comme arme, ce qui est psychologiquement plus destructeur. Les Blue Lantern, porteurs de l'anneau bleu de l'espoir, les plus proches philosophiquement des Star Sapphire, mais avec une différence cruciale. Ils n'imposent jamais leur vision et ils inspirent l'espoir sans forcer personne à le ressentir. Les Black Lantern, dirigés par l'anneau noir, sont une armée de morts vivants qui marchent pour éteindre toute vie et ironiquement, ils sont beaucoup plus honnêtes que les Star Sapphire qui, eux,
ne prétendent pas agir pour votre bien. Et enfin, les White Lanterns, dirigés par l'anneau blanc. Eux sont juste la force de vie cosmique, totalement tout ce qui est différent des Star Sapphire. En tout cas, les Star Sapphire ont joué des rôles cruciaux dans plusieurs événements majeurs d'ici, notamment dans Blackest Night, où elles se sont alliées aux autres corps des Lanternes pour combattre les Black Lanterns. Mais leur méthode, ressusciter temporairement les morts par amour, s'avérait être aussi des traumatismes pour les zombies eux-mêmes. On peut aussi les retrouver dans Green Lantern Rebirth, où Carol Ferris intervient comme Star Sapphire, devenant un élément récurrent dans les aventures d'Hal Jordan, représentant le conflit éternel entre l'amour et le devoir. Elles ont aussi un rôle essentiel dans Green Lantern New Guardian, où Kyle Rayner doit apprendre à maîtriser tous les anneaux du spectre, y compris le rose. Et cette expérience révèle à quel point l'amour peut être destructeur quand il n'est pas tempéré par la raison. En somme, les Pink Star Sapphire Lantern nous confrontent à une vérité inconfortable. Même les émotions les plus positives peuvent devenir toxiques quand elles sont poussées à l'extrême. L'amour sans limite devient de la possession, la protection devient de l'oppression, et la bienveillance devient de la tyrannie. Et c'est peut-être ça qui rend la mythologie des lanternes si riche. Chaque émotion, même la plus pure, cache un potentiel de corruption. Les Star Sapphire ne sont pas des vilains de base, ce ne sont pas des vilains classiques. Ce sont des êtres qui croient sincèrement et foncièrement faire du bien. Et c'est ça le tragique de la situation et qui les rend dangereuses. Vous croyez vraiment connaître le summum de la violence avec Conquest qui écrase le crâne de Mark Grayson ou Shrike qui éventre Battle Beast? Mais que diriez-vous d'une armée d'êtres capables de ramener vos proches décédés à la vie sous forme de zombies ultra puissants, uniquement pour qu'ils arrachent votre cœur de votre poitrine? Qui gagnerait dans cette confrontation entre deux êtres cosmiques? Les Viltrumites, race de conquérants génétiquement parfaits, ou les Black Lanterns, armée de morts vivants menée par l'incarnation de la mort. Et effectivement, cette vidéo n'est qu'un prétexte pour vous initier à l'univers des lanternes et plus précisément aux Black Lanterns. Voilà, on va parler d'une force encore plus sombre que celle de ces êtres impitoyables. Le corps des Black Lanterns de DC Comics. Commençons par les bases. Dans l'univers d'ici, vous connaissez probablement les Green Lanterns, ces policiers cosmiques qui puisent leur pouvoir dans la volonté même. Mais saviez-vous qu'ils faisaient partie d'un spectre émotionnel complet? Attends, laissez-moi vous expliquer. Les Green Lanterns représentent la volonté, donc le vert. Mais il existe aussi les Red Lanterns qui représentent eux la rage. Les Yellow Lanterns, la peur. Les Blue Lanterns, donc eux c'est l'espoir. Les Star Sapphire Lanterns représentent l'amour. Et les Orange Lanternes, enfin. L'Orange Lanterne représente l'avarice. Sans oublier bien entendu l'Indigo Lanterne qui lui représente la compassion. Peut-être dans une future vidéo, nous détaillerons les différentes émotions des lanternes. Mais en dehors de ce spectre émotionnel se trouvent encore deux forces plus anciennes et terrifiantes que l'existence elle-même. La noirceur, qui existait bien avant la création de l'univers, représentée par les Black Lanterns, et l'existence, qui est apparue avec l'émergence de l'univers, représentée par le blanc, donc les White Lanterns. Et tout ce méli-mélo commence avec William Hunt, un homme obsédé par la mort depuis son enfance. Après avoir tué toute sa famille entière et s'être suicidé, il est ressuscité par un anneau noir pour devenir le premier Black Lantern. Dirigé par Necron, l'incarnation cosmique de la mort, le corps des Black Lanterns a un objectif simple, éteindre toute vie dans l'univers. Mais comment est-ce possible, Aramis, me demanderas-tu? Leur méthode est simple mais efficace. Ramener les morts à la vie sous forme de zombies ultra puissants et les envoyer assassiner leurs proches pour créer encore plus de Black Lanterns. Superman, Batman, Wonder Woman, personne n'est à l'abri. Une fois tué par un Black Lantern, vous devenez l'un d'eux. Contrairement aux autres corps des lanternes qui tirent leur pouvoir des émotions, les Black Lanterns, eux, s'alimentent de la mort elle-même. Plus ils tuent, plus ils deviennent puissants. Et le plus chaud dans cette histoire, c'est que si vous avez des pouvoirs de votre vivant, vous les conservez une fois devenus Black Lantern avec un bonus de régénération quasi instantané et une insensibilité à la douleur. Moment crossover. Imaginez un instant Conquest Shrike transformé en Black Lantern. Pouah, le cauchemar absolu. Mais les choses deviennent vraiment sérieuses quand on s'intéresse à ce que peuvent faire les Black Lanterns. Tout d'abord, les anneaux noirs confèrent des capacités de base similaires aux autres anneaux des lanternes. Le vol, la création de constructions d'énergie et la protection contre les environnements hostiles.
Mais ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, car la capacité signature des Black Lanterns, c'est l'absorption émotionnelle. Ils peuvent détecter les émotions des êtres vivants, les pousser à les ressentir au maximum, puis littéralement arracher leur cœur pour en absorber l'essence même. Et imaginez-vous que chaque cœur arraché augmente la charge de la batterie centrale noire, les rendant encore plus puissants après chaque meurtre. Donc grosso modo, c'est un scaling sur la puissance, car plus ils tuent, plus ils se renforcent. Ensuite, leur régénération est tout simplement absurde. Un Black Lantern peut être réduit en morceaux et se reconstituer dans la seconde. Même le soleil qui a tué Shrek dans Invincible ne ferait que ralentir les Black Lanterns. Mais vraiment, le plus terrifiant, c'est que les Black Lanterns conservent leur pouvoir après leur résurrection. Imaginez-vous juste des héros comme Flash, Superman ou Wonder Woman en Black Lantern, mais qui ont toujours conservé leur pouvoir et qui plus est, sont immortels et ont une régénération infinie. En comparaison, vu que c'est quand même ce qui nous amène ici, les Viltrumides sont certes ultra puissants physiquement, mais ils ont des faiblesses exploitables. Ils peuvent être tués définitivement, comme ce fut le cas de Conquest ou de Thrag. Ils sont vulnérables à certaines armes spécifiques, telles que l'arme du Space Raider, et même eux ont besoin de manger et de se reposer. Les Black Lanterns, eux, n'ont aucune de ces limitations. Ils ne se fatiguent pas, ils ne mangent pas, et sont pratiquement immortels tant que leur anneau ou la batterie centrale fonctionne. Seule la combinaison de deux types d'énergie du spectre émotionnel comme le vert et le jaune par exemple peuvent les détruire temporairement, et seul l'anneau blanc de la vérité est l'un de leurs seuls counters connus. Mais bon, attaquons le sujet pour lequel tu as cliqué sur cette vidéo. Ce petit projet fictif que j'ai mis en place, histoire de diversifier et d'élargir tranquillement mes thématiques abordées sur cette chaîne, et histoire d'entamer tranquillement ma transition de mes vidéos d'Invincible vers d'autres univers. Le petit combat, Thrag, Nekron. Oui, je sais que tu l'attendais ou pas, mais je te le présente selon ce que l'on sait. Thrag, le grand régent de l'Empire Viltrum, est sans conteste l'être le plus puissant de l'univers d'Invincible. Entraîné depuis sa naissance pour devenir une machine de guerre parfaite, il a tenu tête à Mark, Nolan et Allen, sans oublier Battle Beast simultanément. Il a même survécu à plusieurs jours de combat continu contre Battle Beast sans montrer la moindre signe de fatigue. Mais je pense que tu l'auras bien compris, face à Nekron, le leader des Black Lanterns, le combat ne sera absolument pas équitable. Nekron n'est pas un simple alien puissant comme Thrag, il est l'incarnation même de la mort, une entité cosmique qui existait avant la création de l'univers. Son pouvoir transcende la réalité physique. Il peut ressusciter n'importe quel mort et le transformer en Black Lantern d'un simple geste. Contrairement à Thrag qui doit se battre physiquement, Nekron peut simplement ordonner à la mort elle-même de prendre son adversaire. Son toucher fatal peut tuer instantanément presque n'importe quel être vivant, quelle que soit sa durabilité. Oui, même Superman. De plus, il ne tire pas son pouvoir de la batterie centrale. Il l'incarne lui-même. Son pouvoir est directement alimenté par tous les cœurs arrachés par ses Black Lanterns. Plus son armée tue, plus il devient puissant. Donc sois-en sûr que face à une telle puissance cosmique, même le grand régent Thrag semble soudain presque un gars ordinaire quoi. En somme, les Black Lanterns sont vraiment l'un des corps des lanternes les plus dangereux et les plus complexes à combattre. Sans l'intervention des White Lanterns, tu peux être sûr que les défaire est quasiment impossible. Et le fait qu'il puisse se créer une armée de morts vivants est juste totalement broken. Non mais imagine un Black Lantern Superman. Mais qu'est-ce que je raconte? Il est là. Ils l'ont fait. Le truc était littéralement inarrêtable. Face à une menace aussi apocalyptique que les Black Lanterns, l'univers d'Invincible aurait-il la moindre chance? Peut-être, mais seulement à l'aide des autres corps de lanternes. Et maintenant, amusons-nous à faire un petit jeu d'esprit juste pour le fun, en essayant d'imaginer ce que nos héros d'Invincible seraient avec des anneaux. Mark Grayson, avec sa volonté inébranlable, serait un Green Lantern naturel. Sa détermination à protéger la Terre malgré tout ce qu'il a traversé le rendrait extrêmement puissant avec un anneau vert. Cecil Stedman, pragmatique et calculateur, pourrait manier un anneau jaune du corps de Sinestro, puisant dans la peur la plus profonde qu'il habite, ne pas pouvoir défendre la Terre face à des menaces intergalactiques ou autres. Battle Beast, avec sa soif de combat et sa rage constante qui l'habite, serait un parfait Red Lantern terrifiant. Allen l'Alien, l'éternel optimiste, serait un parfait Blue Lantern, inspirant l'espoir, même dans les situations les plus désespérées. Atom Eve, quant à elle, avec son amour pour Mark et son désir de créer un monde meilleur, serait clairement une Star Saphir redoutable, utilisant le pouvoir de l'amour comme une arme destructrice.
Et tant qu'à faire, Monster Girl, avec sa capacité à pardonner malgré sa malédiction, pourrait porter un anneau indigo. D'ailleurs, j'ai fait une série de vidéos sur ces personnages d'Invincible qui retracent leur tragédie. Vous les retrouverez dans les notes qui s'affichent en haut à droite de l'écran. Il est vrai que les Viltrumites nous ont fait trembler avec leur puissance physique brute et leur détermination impitoyable à conquérir. Mais les Black Lanterns représentent quelque chose de bien plus fondamentalement effrayant, l'inévitabilité de la mort et sa capacité à pervertir, car les Black Lanterns sont les négateurs de l'existence même, une force cosmique qui ne cherche non pas à asservir, mais à éteindre toute forme de vie. On pourrait presque les comparer à Null et ses symbiotes de l'écurie d'en face, Marvel. Et cette comparaison nous rappelle quelque chose d'important. Aussi terrifiants soient les menaces qu'on affronte, il existe encore quelque chose de bien plus simple dans ce vaste univers qu'est le nôtre. Et les comics sont bien là pour nous le rappeler. Des forces qui transcendent la simple violence physique, toutes ces guerres de pouvoir et de politique. Quelque chose de plus fondamental, de plus ancré dans l'existence elle-même. La fin. La fin de tout. Et cette fin nous met tous sur un même pied d'égalité. Que tu sois issu d'une famille riche ou du dernier des prolos, comme toi et moi. Et c'est peut-être ce qui rend les univers de fiction tels que les comics ou les mangas ou encore des romans si fascinants. Cette capacité à explorer non seulement les limites du physique, mais aussi les concepts les plus terrifiants de notre existence, nous confrontant sans cesse à notre propre mortalité. Si vous avez apprécié cette exploration des Black Lanterns et leur comparaison avec les Viltrumites, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires pour me dire quel corps de lanterne vous aimeriez bien voir lors d'une prochaine vidéo. Et pourquoi pas me dire en commentaire quel type d'anneau vous aimeriez bien recevoir. Et bien sûr, si vous voulez en apprendre plus sur l'univers d'Invincible, n'oubliez pas de consulter mes autres vidéos où j'analyse en profondeur certains personnages comme Mark Grayson, Conquest ou encore Atom Eve disponibles sur cette chaîne. Et si vous souhaitez connaître l'histoire complète d'Invincible racontée par moi, rendez-vous sur ma chaîne principale Aramis Crime, lien dans la description. Bien entendu, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, lâcher un commentaire, ça aide pour le référencement, et vous abonner et activer la cloche. Les classiques. Et sur ce, nous, on se dit à la prochaine vidéo.